Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Dans quelques jours débutera pour 24 heures la fête de Tou Bishvat, également connue sous le nom de Rosh Hashanah Leilanot, soit le Nouvel An des Arbres. Cette fête tire son nom de la retranscription phonétique des chiffres hébraïques Tet-Vav, qui en hébreu se disent une fois vocalisés Tou, et Bishvat étant quant à lui le nom du mois hébraïque lors duquel est célébrée cette journée non chômée d'institution rabbinique. À la fin de la période du Second Temple, ce jour particulier apparaît en effet cité comme la date limite pour la fixation de la dîme prélevée sur les produits des arbres fruitiers. Le fruit mûr, cueilli avant Tou Bishvat, devait être inclus dans le calcul de l'année précédente, tandis que le fruit nouveau, produit après cette date, devait être taxé l'année suivante. La date, qui aujourd'hui fait partie intégrante du nom de cette fête, n'a pour l'anecdote d'ailleurs pas tout de suite fait consensus. La Mishnah rapporte en effet une marloquette, c'est-à-dire une opposition entre les docteurs de la loi, au sujet du moment qui marquerait la césure entre la fin de l'année agricole et le début de son renouveau. Si les écoles de Hillel et de Shammai s'accordèrent sans discorde sur le mois de Shevat, correspondant selon les années au mois de janvier ou de février dans le calendrier chrétien, il n'en fut en revanche pas de même concernant le jour. Alors que l'école de Shammai préconisait le premier Shevat pour marquer le réveil de la nature, l'école d'Hillel opta pour le 15. C'est ce dernier avis qui fut finalement retenu. À cette opposition, certains historiens ont voulu voir également une raison économique. Les Hillélites étant plus pauvres, leur terre était à n'en pas douter plus lente à se remettre des rigueurs de l'hiver. D'un point de vue rabbinique, une autre raison pourrait également être alléguée. Le 15 correspondant déjà dans la Bible hébraïque au commencement des deux autres fêtes agricoles. Pessah débutant un 15 Nissan et Sukkot un 15 Tishri, les sages auraient souhaité simplifier la mémorisation de cette fête. Étrange débat entre maîtres de la Torah à l'heure où disparaissait le temple. De fait, la destruction du second Beth Amikdash en 70 de l'ère commune, qui allait abolir les lois des dîmes, aurait également dû sonner le glas de cette journée singulière. Oui, mais non. Ce souvenir du don au temple allait permettre aux Juifs de la diaspora de garder un lien, ténu, mais commémoratif, avec la terre d'Israël et avec ses pratiques ancestrales. En Pologne, au XIIIe siècle, alors que la neige recouvre la nature, Tou Bishvat devait ainsi apporter réconfort et espoir à ceux qui se rêvaient sur une terre au climat plus clément. Journée de fête, il fut alors très tôt banni, en cette commémoration, toute forme d'austérité. Il est interdit de jeûner, de prononcer des éloges funèbres, ou encore de réciter des supplications implorant le pardon divin, telles que les Tachanounim. Au XVIe siècle, les kabbalistes de Galilée allaient redécouvrir Tou Bishvat autour de cérémonies agricoles festives et de banquets arrosés. Sous l'influence de Rabbi Isaac Luria, mieux connu sous le nom de Harizal ou de Ari Akadosh, l'habitude allait même être prise d'organiser en ce jour de grands rassemblements au cours desquels la nature était célébrée. Un seder, semblable à celui de Pessah, conditionne ainsi sur son inspiration aujourd'hui encore la consommation de fruits prescrits à déguster dans un ordre bien spécifique. S'y ajoutent des pains et des gâteaux réalisés à partir de différentes céréales jadis consommées. Le tout égayé par des hymnes à la gloire de la Terre Sainte et accompagné de 4 coupes de vin pour rappeler celles que l'on boit lors des soirées de la Pâque juive. Il est à noter que certaines communautés ashkénazes ont aussi gardé l'habitude de consommer des fruits secs en raison de la durée de l'hiver en Europe de l'Est à l'époque du retour en grâce de cette fête. La difficulté d'accéder à des fruits frais en février a conditionné leur remplacement par des figues séchées, des pruneaux et des noix en tout genre. Certains ont également la coutume de manger l'étrog, confié à la fin de la fête de Sukkot et servi sous forme de confiture. Les fruits étant plus faciles d'accès au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Tou Bishvat y a été honoré chez les Juifs séfarades et chez les Juifs d'Orient avec plus de faste, et certains prirent même l'habitude au XXe siècle de consommer jusqu'à une 50aine de fruits en ce 5 jours. Dans les grandes villes de France, les étals des marchés publics se couvrent de fruits exotiques à cette période, les commerçants des centrales d'achat y voyant une opportunité de tenter le chaland par l'apport de produits rares.
3 siècles plus tard, le sionisme devait en faire la fête du renouveau de la terre d'Israël, les juifs laïcs considérant Tou Bishvat comme une journée juive de l'écologie. À noter que le KKL organise ce jour-là en Israël des campagnes de plantation et de reforestation massive dans une ambiance de danse et de chant dont certains, devenus populaires, ont même été composés pour l'occasion. Patrimoine et culture du judaïsme souhaite à chaque auditeur une excellente nouvelle année des arbres et vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle actualité. D'ici là, excellente semaine à tous. לא ינום ולא יישן, לא ינום